Bonjour petit padawan, donc voilà ma deuxième invitation à nous promener en milieu artistique. Bon, la deuxième expo quoi. Cette fois-ci, je vous propose de visiter une expo d'art photographique. Je dis bien art photographique, parce que durant un certain temps, la photographie n'a pas été reconnue comme un art. Enfin, ça a été difficile. L'histoire de l'art, de la photographie et de l'art n'est pas évidente. Pourquoi ? Peut-être parce que finalement, l'art en veut à la photographie. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas que Duchamp qui a dynamité l'art classique, la peinture, etc. La photographie a été sûrement un meilleur dynamiteur de l'art que Marcel Duchamp. Depuis sa création, la photographie a supprimé un certain nombre d'habitudes, donc des artistes, de reproduire la vie de chaque jour, d'être le témoin donc de la vie donc de leurs contemporains, l'art des portraits, etc. Comme on l'a vu auparavant, donc je vous l'avais déjà expliqué, la photographie, c'est une révolution, c'est un tournant. Mais c'est aussi une chance, parce qu'effectivement, comme on l'a vu, ça a dispensé l'artiste de cette obligation donc, de reproduction de la réalité. Le but n'était plus la représentation. Et ça a été finalement une force, enfin une évolution, un changement radical. Et donc, aujourd'hui, on va voir une exposition photographique. Pas n'importe laquelle. C'est l'exposition d'œuvres de photographie qui ont été rassemblées par des personnes privées, des collectionneurs. On entre, comme d'habitude, dans l'Hôtel des Arts et souvent l'exposition, ça commence par la salle de gauche, qu'on va appeler salle 1. On entre et on est accueilli par une photo grand format, noir et blanc. Et la première impression, c'est ça me rappelle quelque chose. Souvent, dans les photos, on aura ce réflexe-là. Bon, vous vous rappelez un peu ma méthodologie, je ne vais pas dire ma méthode, ce serait un peu prétentieux, mais la première impression, je ne regarde rien, je ne regarde pas les cartels, etc. Je me fais ma propre opinion. Et là, j'ai l'impression vraiment que je suis dans une rue de New York, on peut le dire, dès la première impression. Après, je digère un petit peu cette première impression, et là, vraiment, j'ai une ambiance West Side Story. Pour ceux qui ont mon âge, qui ont vu le film, etc., c'est vraiment cette ambiance de gang donc, des années 60, de rue de New York des années 60. On reconnaît cette ambiance américaine parce qu'on voit nettement que les gens sur la photo jouent au baseball. On voit aussi nettement les deux rangées le long des trottoirs de voitures américaines, des grosses voitures. Ce qui est saisissant, c'est qu'elles sont rutilantes, ça brille. Et dans ce noir et blanc, ce qui est toujours fascinant avec le noir et blanc, c'est les contrastes. Et donc là, l'artiste, l'auteur, donc Bruce Davidson, joue terriblement bien avec ces contrastes. Tout ce qui est rutilant, tout ce qui brille. Et puis on rentre un petit peu dans la photo et on voit qu'il y a une étrange juxtaposition. Effectivement, on a ces gangs donc, qui jouent en pleine rue, ça a l'air paisible, etc. Ça a l'air tellement paisible que sur les trottoirs, on regarde donc à gauche, à droite pour nous de la rue, et on voit des mamans qui se promènent avec enfants, avec bébés, avec poussettes. Hein. Bref, c'est toute une rue donc, de Brooklyn, quartier populaire par excellence donc, de New York, surtout à cette époque-là. On est en 1959-1960, début donc, de la présidence de John Fitzgerald Kennedy. C'est les 30 glorieuses dans leur épanouissement, la richesse américaine, l'Amérique qui n'est pas encore atteinte
par l'opprobre et l'ombre donc de la guerre du Vietnam. L'Amérique qui va bientôt se lancer dans la conquête spatiale. On est vraiment dans une nation cohérente, florissante, etc. Et on le sent dans cette photo, il y a cette sérénité, et même s'il y a les gangs, etc., on n'est pas encore dans les grands trafics donc, qui vont succéder à la guerre du Vietnam, la drogue, etc., héroïne. Donc voilà, cette impression, c'est cette impression de film, de West Side Story, cette impression aussi peut-être de film noir. On peut penser au grand film de genre donc, qui se passe à New York. Ensuite, quand on regarde un petit peu plus à gauche, on va tomber sur une photo très différente, mais là aussi, il y a des personnages. Et là, on commence à constater que ce sont des photos de personnages donc, qui intéressent nos collectionneurs. Et là, on a un certain nombre de femmes, mais vues de dos. Il y a un garçon, je l'appelle un garçon, mais à cette époque-là, c'est difficile. Et donc, notre première impression, c'est ça, c'est ce groupe vu de dos. Un groupe d'amis, de copains donc, qui se promènent. Ça, c'est la première impression. Après, quand on se penche un petit peu plus sur cette photo, on voit que les personnes sont plutôt floues. La rue, le boulevard est beaucoup plus net. Visiblement, on est dans une rue de Paris, New York, Paris, on est dans les grandes villes. Et ce groupe-là, ces amis-là, marchent tranquillement donc, sur la route. Qu'est-ce qu'on constate ? On est à peu près à la même période que la photo donc, de New York, 59, 1960, même période en France, même prospérité. Et on remarque une chose quand même qui est très étrange. On remarque à quel point ces gens qui sont jeunes, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir 20, 22 ans, et encore, peut-être même moins, on a l'impression d'avoir affaire à un feuilleton donc, des années 60 dans la classe moyenne. Les habits, des robes ultra classiques que leur mère pourrait porter, pas leur grand-mère mais presque, que leur mère pourrait porter, et les coiffures, une espèce de chignon, etc. Même Brigitte Bardot n'osait pas un chignon pareil, une espèce de choucroute. À l'époque, on appelait ça comme ça. Et donc, c'est cette vision qui est très intéressante, qui est le témoignage de cette époque-là. Et Édouard Bouba, l'auteur donc, de la photo, a très bien saisi et a très bien rendu cette impression de l'époque. Les jeunes n'avaient pas l'air jeunes. Le monde de la fin des années 50 est dirigé par les gens mûrs, par les gens matures. Les adolescents et les jeunes n'ont pas droit à avoir leur propre mode. Ils s'habillent déjà comme des vieux. Et donc ça nous annonce toute une période, ça nous annonce mai 68, une grande explosion, un bouleversement. On sent que cette société est dans un carcan et qu'elle va devoir évoluer. C'est obligé, c'est forcé. Donc voilà, l'intérêt dans cette salle, c'est de voir qu'on est dans un monde tranquille, encore calme, mais que de plus en plus on sent que c'est une période qui va s'étirer rapidement et qui va être bouleversée. Vers la salle 2, on va regarder en face une photo qui est très différente. On n'est plus du tout d'abord sur du noir et blanc, c'est de la couleur. Et qu'est-ce que ça nous dit ? On n'est plus dans une photo aussi réaliste que celle qu'on vient de voir. C'est pas... Et pourtant, c'est une scène de rue aussi. On est dans la ville, probablement à New York, mais on ne sait pas et ça n'a pas d'importance. Et ce qu'on voit, c'est quelque chose de très plastique. Ça parle bien sûr à nos yeux, mais à nos émotions. C'est comme une vision étonnante de superposition. C'est un bus qui passe, mais s'y reflète un homme qui appelle, d'où le titre de l'œuvre qu'on voit, The Phone Call. Et donc,
Notre première impression, qui était celle presque d'une œuvre abstraite, ou presque, un petit peu irréelle, qu'est-ce qui donnait cette impression d'irréalité très étrange? C'est comme si on avait vu des espèces de lignes de Mondrian et des couleurs à la Rothko, c'est très étrange, et pourtant, c'est plutôt figuratif quand on s'y plonge. Effectivement, dans le reflet du bus, on voit l'homme qui appelle au téléphone, qui est lui qui ne doit pas être dans le bus, mais on a l'impression à la fois qu'il y est, et en même temps se détache à l'arrière, à travers les vitres, à travers un grand nombre de vitres, on ne sait pas combien. On a l'impression qu'on voit une scène de ville avec des gens qui passent, etc. C'est très étonnant. C'est le travail d'un grand photographe américain, new-yorkais, qui s'appelle Saul Leiter, et qui a été plutôt révélé par les époux Bachelot, du moins en France, où il était relativement méconnu. Le travail qui est fait avec le bus, donc par Saul Leiter, est un travail très très patient, très étonnant. On se demande comment il a fait pour saisir ce type d'instant. Quelle est la magie de Saul Leiter pour repérer, comme dirait Henri Cartier-Bresson, le moment décisif? Est-ce qu'il y a un moment décisif? Comment est-ce qu'il a réussi à saisir ce gars au téléphone et juste le bus qui passe au bon moment, etc. C'est un savoir-faire, c'est magique, c'est poétique. Et là, on entre dans une autre dimension de la photo qui n'est pas rendue par l'ambiance uniquement, mais par tout ce que ça nous évoque. Il y a aussi sur la droite donc, de cette photo de Saul Leiter une autre photo qui est tout aussi magique, je dirais, entre guillemets, ne galvaudons pas ce terme, mais par l'ambiance qu'elle entraîne. Elle est aussi en couleur, mais ça pourrait ne pas être en couleur. Pourtant là, c'est important. La dominante est plutôt noire. Et au centre, il y a une grande gerbe jaune, dorée, comme si c'était de l'or. Et vous verrez, cette nuance de couleur est très importante. Donc, on revient à une autre analyse, et on regarde le titre et on voit marqué Wall Street. Effectivement, la couleur or est importante pour Wall Street. C'est le quartier des banques de New York. Et là, en plus, on est devant le siège d'une banque française, la Société Générale à New York. C'est étonnant. Un petit pied de nez. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les époux Bachelot l'ont acheté. Ça a pu leur sembler un clin d'œil. Et donc, là, on voit cet homme qui passe. C'est une ombre noire, comme une sorte de fantôme, un vampire. On traite souvent les banquiers de suceurs de sang et de vampires. C'est pas très gentil, mais là, c'est une œuvre qui donne de la magie à cette austérité de Wall Street. Je ne sais pas si vous êtes allé un jour à Wall Street. Moi, j'y suis allé et c'est un quartier fadasse. C'est comme si vous promeniez un soir dans le 16e arrondissement de Paris, au bout de la rue de la Pompe, en allant vers l'avenue Victor Hugo. C'est morne, c'est triste, vous longez des grands immeubles sûrement très cossus, mais qui ne font ressentir aucune émotion. Et là, normalement, Wall Street, c'est ça. Et pourtant, l'auteur, Marvin Newman, arrive à donner quelque chose de magique à Wall Street. Et surtout, il fait ressortir cette gerbe d'or, etc. C'est une magnifique illustration, c'est une magnifique interprétation donc, du paysage de Wall Street. Donc voilà pour une autre possibilité dans cette collection. On voit qu'il y a à la fois l'humain, les hommes, mais surtout un regard sur l'humain. Et là, il y a déjà une interprétation. Et on commence à voir le penchant, on va dire entre guillemets, humaniste de cette collection. Et donc, on quitte le hall sur cette impression assez difficile. Quand soudain, on voit apparaître la photo de l'affiche, la photo qui est en tête du catalogue, ce petit homme en haut d'une espèce de boule énorme. Ça a l'air drôle, ça a l'air sympathique. C'est une vision étonnante. Et on voit que c'est
on voit que c'est une photo qui est faite pour nous attirer l'œil. Elle nous donne envie de rentrer dans la salle 3 et on rentre dans la salle 3. On est sur quelque chose de différent. C'est comme si c'était les deux pendants d'une société. Les visions terribles, frustrantes, sombres, et les visions beaucoup plus drôlatiques. Et on va voir cette photo, ce petit homme en haut de son dôme, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle L'homme sur le gazomètre. C'est une photo de Robert Doisneau. Et donc, on s'attarde un petit peu sur qu'est-ce que fait ce gars sur ce gazomètre, etc. C'est une photo très intéressante. Elle a une très jolie perspective, une très jolie composition, des ombres très bien traitées, des contrastes très bien définis, cette immense surface donc, du gazomètre et cet homme tout petit, comme si c'était la petitesse de l'homme par rapport à la technique, au progrès, etc. 1950, on est à fond dans le départ donc des 30 Glorieuses, il faut que le pays se relève, il faut absolument que ça fonctionne, il faut croire à la technique, à la construction, à la reconstruction. Et donc voilà, c'est l'homme sur le gazomètre. Un peu sur la droite, une photo aussi qui nage dans le bonheur, enfin qui est beaucoup plus gaie donc, que nos visions précédentes. Une vision étrange. On voit une sorte de rond. Je vous en avais parlé quand on avait étudié la structure des œuvres. Et là, on a une œuvre en haut. Vous vous rappelez, l'œuvre en haut, c'est les œuvres qui cherchent à montrer un rassemblement, une union, une fête. Et là, c'est une fête étrange. J'avais évoqué, c'était comme pour le tableau de Gauguin, etc. Oh non, c'était pas Gauguin, c'était plutôt... Enfin bref. Et là, ils tournent en rond comme des petits fantômes, etc. Ils sont tout autour. Et quand on a cette impression étrange que finalement, le noir est pris comme une couleur gaie par rapport au blanc qui fait ressortir donc les sujets qui sont en noir. Et quand on regarde le cartel, on voit que c'est la photo de Mario Giacomelli et ça s'appelle Séminariste jour. Donc vous voyez, c'est ce décalage qui est très émouvant, qui est très intéressant et qui frappe notre imagination. Ça nous avait déjà frappé sur le séminariste qui est couché sur une sorte de couverture aussi, qui est étonnant, qui a gardé son chapeau, et les autres qui s'amusent, qui tournent en rond, etc. C'est une jolie vision. C'est aussi poétique que c'est drôlatique. Voilà, cette salle 3 nous réconcilie aussi avec une certaine vision donc, de la société et de l'humanité. Elle peut aussi être ça, être riante. Après la salle 3, on va monter, on franchit les marches, et on arrive en haut, au premier étage, à la salle 4. Salle 4, on a une étrange vision sur un homme, seul, en premier plan, au bout d'un chemin, et avec des personnes assez nombreuses au bout de son chemin. Cet homme nous apparaît comme un prisonnier. Quand on regarde un peu mieux, après cette première impression de cet isolement, on voit que l'homme a les mains au travées. Il a des menottes. Un prisonnier. Pas n'importe quel prisonnier. On est en Tchécoslovaquie. La photo est de Joseph Koudelka. Et pour ceux qui le savent, Joseph Koudelka a été un grand photographe humaniste, et c'est surtout l'un des grands spécialistes, un des premiers à s'être intéressé aux gitans, aux tziganes. Et là, il fait une photo noir et blanc, parce que vous savez que le noir et blanc est censé aggraver la dramaturgie. Ça fait ressortir un certain nombre de caractères forts. Et donc il manie le contraste très abondamment. Et on a ce prisonnier qui se détache, qui arrive droit sur nous. Et on voit à l'arrière ces gens qui ne font rien, qui s'en occupent moyennement. On ne sait pas ce qu'il fait là. C'est comme s'il représentait
le mal qui s'en va. On pense à ce que effectivement les gitans, les tziganes sont généralement le bouc émissaire dans toutes nos sociétés européennes. Là, on est en Tchécoslovaquie. Effectivement, le nom de bohémien vient de la Tchécoslovaquie, donc de la Bohème. La Moravie, la Bohème, c'est une province. Et donc, depuis très longtemps, les tziganes servent aussi, un peu comme chez nous, d'exutoire, de bouc émissaire. Eux, ce sont toujours les voleurs de poules, quand ce ne sont pas des assassins. Bref, là on a le mythe, et le message est fortement politique, le mythe donc du bouc émissaire de nos sociétés. Un peu plus sur la droite, on a une autre photo assez surprenante. Là, cette salle semble être très politique. C'est une salle de photographie, certes humaniste, mais avec des messages. Et donc, la photo qu'on voit sur la droite, c'est une scène qui a été saisie. On est sans doute sur un travail de photoreporter, comme je vous en ai parlé auparavant. Un travail de photoreporter qui n'est pas n'importe lequel. Quand on regarde un peu plus attentivement, on voit qu'il s'agit d'un policier ou d'un CRS qui est derrière, qui tient une matraque et qui court après un jeune homme, mais qui court comme un dératé. Et on a cet effet incroyable, donc il va tomber peut-être, il va le rattraper. C'est comme si on voyait la scène au cinéma. Cette scène nous prend aussi aux tripes, à la gorge, frappe notre imaginaire. Gilles Caron, le photographe, et comme Luc Delahaye, mais bien avant, a été un grand reporter de guerre. Il a couvert le Vietnam, entre autres, et il est surtout connu pour ses photos incroyables qu'il a fait durant mai 68. C'est lui qui a fait cette fameuse photo de Daniel Cohn-Bendit qui a l'air de narguer le policier, le CRS qui est juste à côté de lui. Et il en a fait plein d'autres qui ont été les meilleures illustrations donc, de mai 68, ou les plus connues en tout cas. Et là, c'est une poursuite qui a lieu rue des Feuillantines en mai 68. Alors, loin du reportage, c'est plus qu'un témoignage, c'est une ambiance. Ça s'est passé comme ça. Effectivement, les scènes étaient disproportionnées, mais ça a été une vraie petite guérilla urbaine. Ça a été quelque chose d'un miracle s'il n'y a pas une mort en mai 68. L'histoire raconte, l'anecdote raconte que on a voulu faire se rencontrer, et ça a marché, on a fait se rencontrer le jeune homme et le CRS, donc 30 ans après ou 40 ans après. Ils se sont parlé, etc. La vie avait bien avancé, ils étaient dans d'autres rôles, dans d'autres personnages, ils avaient évolué. Hélas, Gilles Caron n'a pas pu assister à ça, parce qu'il est mort peu de temps après cette photo. Il est mort en 1970, il avait 30 ans. Il est mort, il a disparu. On n'a jamais su ce qu'il était arrivé. Il a disparu au Cambodge en 1970. Donc voilà pour les photos politiques. Non seulement on s'intéresse aux personnages, on a de l'émotion, on a de l'empathie, mais en même temps, on accepte que le photographe, que l'artiste nous délivre un message. Donc, après le hall, on arrive donc dans la salle 5. Et dans la salle 5, grande richesse d'œuvres, des œuvres en couleur, des œuvres qui vont nous surprendre. D'abord, sur la gauche, il y a une photo très colorée, fluo même, étonnante. On est, à première impression, comme dans un film, ou un film qui voudrait rendre l'ambiance des années 60, néon, couleur fluo, etc. C'est très étonnant. On se croirait dans une ambiance
en gros à la Twin Peaks, à la David Lynch, ou à Hitchcock un petit peu déjanté. Vous voyez, c'est cette Amérique donc des années 60, mais vue par un metteur en scène qui a voulu envoyer la couleur à fond. Et là, Meyerowitz est un des photographes qui a donné ses lettres de noblesse à la photographie en couleur. On peut lui rendre hommage pour ça. Il a été jusqu'à lui et jusqu'à certains autres en même temps que lui. La photo couleur, c'était la photo de papa-maman, la photo des repas de famille, la photo des souvenirs de mariage, de communion, etc. Mais c'était pas de la photo artistique. Déjà que la photo en noir et blanc avait eu du mal à s'imposer, alors imaginez pour la photo couleur. Meyerowitz va arriver à tirer vers l'art avec des éclairages terriblement cinématographiques, comme je vous disais. C'est presque du Hitchcock, c'est presque donc du David Lynch. On pense justement à Quentin Tarantino. On est dans des univers forts comme ça. Meyerowitz, il s'est fait connaître aussi pour les photos, le reportage le plus abouti sur le 11 septembre 2001. Il est arrivé dans les premiers, il est resté auprès des pompiers. Il a fait le reportage le plus fouillé, le plus énorme sur l'attentat donc du 11 septembre. Donc, et après Meyerowitz, dans cette même salle 5, plein milieu, il y a une espèce de grande raffinerie qui nous apparaît, en couleur un peu délavée. Ça, c'est le travail, et on a cette impression là que ça s'oppose un peu à Meyerowitz. Autant la vision de Meyerowitz, c'est une Amérique pimpante qui va bien, qui étale ses couleurs, qui étale ses néons. Et là, on a comme une usine un peu désaffectée, ou en tout cas qui ne va pas bien. C'est le même état que l'état de l'Amérique. C'est un message aussi donc, qui part. Son auteur, c'est Mitch Epstein. Et l'impression qui est rendue par cette usine ou cette raffinerie est étonnante. Mitch Epstein a voulu donner cette ambiance. En plus, il y a un énorme drapeau américain et la raffinerie qui est juste derrière. Et le drapeau américain est troué. Alors c'est intentionnel, c'est que il n'est pas troué par l'usure, mais ça donne quand même une jolie symbolique de l'Amérique qui va mal. Tous ces tuyaux, c'est la pollution qui apparaît. On regarde, on est dans les années 2007, on est dans une raffinerie, dans une raffinerie BP. Et il y a eu plein de catastrophes, il y a eu plein de pétrole répandu en mer déjà, il y a eu des procès contre Exxon, contre d'autres. Et là, Mitch Epstein vient dénoncer, à travers cette simple photo, le fait que l'Amérique est la proie du pétrole. On est encore dans de la dénonciation, mais là, les époux Bachelot ont su saisir aussi la tendance écologique que va prendre la photographie contemporaine. Un petit peu sur la droite de l'œuvre de Mitch Epstein, il y a une autre photo qui complète cette apparence de déshérence, cette apparence d'une Amérique qui va mal. On est à un carrefour dans une avenue américaine qui pourrait être en Californie ou partout ailleurs aux USA, et on sent que ça va pas du tout. Tout est délabré, les couleurs sont délavées, ça n'a pas été repeint. On pourrait être à la Nouvelle-Orléans après Katrina, et on est vraiment dans une ambiance de fin de société, de quelque chose qui tourne mal. Et donc c'est une photo d'un photographe donc d'origine française qui s'appelle Chancel. Philippe Chancel.
Et ça complète cette vision désenchantée de l'Amérique. Tout ne va plus. Tout ne va plus bien. Au contraire, ça va plutôt mal. On est à l'époque donc du doute écologique. Et là aussi, Philippe Chancel donne cette impression d'une société qui dérape. Une société qui commence à aller vers le vide, vers le précipice. Donc une photo qui est très importante. Mais en même temps, c'est pas misérabiliste. Il y a quelque chose de, hélas, de poétique dans cette espèce de délabrement. Vous connaissez les photos de Sophie Ristel-Weber qui travaille beaucoup sur les craquelures, sur les murs abîmés, sur les failles, etc. Là, on est presque dans les failles de couleur, les failles du paysage. Et donc, Philippe Chancel arrive à très bien rendre, mais d'une façon assez poétique, donc cette déshérence donc, des États-Unis. On va finir la salle d'à côté par une photo grand format, immense. C'est très étonnant. Pour nous, première impression, c'est une mise en abîme. C'est qu'on voit un grand cadre, il y a un paysage par le cadre d'un petit lotissement au bord du désert. C'est très étonnant. C'est comme si c'était un cadre, une œuvre qui va transparaître là-dedans. On est en couleur, on est dans une œuvre très réaliste, et c'est une vue prise par Stéphane Couturier à San Diego, par une fenêtre d'une villa en construction. Et là aussi, c'est une illustration de cette Amérique qui hésite entre ville et désert. Le sable a l'air de venir, de gagner. Pourtant, on construit encore, etc. C'est cette opposition qui est intéressante et qui nous montre les grands débats qui ont lieu en Amérique. C'est une photo qui date de 2002. Stéphane Couturier, c'est un grand photographe de l'architecture. Et on verra d'ailleurs sans doute une exposition donc, qu'il a faite après chez nous. Donc voilà, essayez de vous montrer à travers donc, cette collection qu'est-ce que pouvait être un rassemblement d'œuvres comme ça, et que la photo pouvait avoir surtout ce grand intérêt-là, c'est d'être profondément diversifiée. Et là, vous avez vu quand même l'intention de nos deux collectionneurs. C'est une intention humaniste, c'est de la photographie qui s'intéresse aux gens, qui n'est pas du tout déshumanisée. On aura d'autres expositions beaucoup moins humaines, entre guillemets, mais il y a d'autres qualités, il y a d'autres avantages. Là, on est vraiment dans une recherche d'une photo humaniste, sociale, où l'homme est au centre donc, de la photographie, mais qui reste aussi une photo d'émotion, de passion et d'art. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Merci les petits padawans, au revoir et à la prochaine fois.